Bonjour tout le monde et bienvenue à cette diffusion en direct du projet Je m'oriente en live proposé par l'organisme Jeunes Explos stage d'un jour. Mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme, puis il me fait très plaisir aujourd'hui d'animer cette entrevue bien spéciale avec vous à la maison. Comme vous le savez, les jeunes qui nous écoutent, initialement, ce qu'on propose à Jeunes Explos, bien, c'est des stages en milieu de travail pour que tu puisses explorer de façon concrète le métier ou la profession qui t'intéresse pour t'aider dans ton choix scolaire et professionnel. En raison de la COVID, malheureusement, c'est pas possible d'aller sur le marché du travail présentement pour l'exploration, mais on s'est montré créatif à Jeune Explo, puis on a quand même monté le projet Je m'oriente en live pour te permettre d'une certaine façon là, d'explorer quand même le métier qui t'inspire. Donc, aujourd'hui, on est très chanceux d'accueillir Monsieur Yann Kenville, qui est entrepreneur et producteur de contenu. Bonjour, Monsieur Kenville. Bonjour Audrey-Anne. Merci beaucoup pour commencer là, pour votre temps aujourd'hui. Vraiment, c'est très apprécié là, de ma part puis de la part de toute l'équipe à Jeune Explo. Pour commencer, en fait, pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que c'est important pour vous de vous impliquer auprès de la relève? Ça rejoint mes valeurs puis ma mission personnelle. J'ai comme envie dans ma vie en général d'aider les gens à évoluer, à les faire grandir. Donc, chez nous, chez TOS, on a toujours des 2, 3 ou 4 stagiaires par année qu'on prend avec nous, avec différents programmes. Puis j'ai souvent même des stagiaires étrangers. Donc, j'ai des Français des fois qui viennent au bureau pour faire un stage ici à Montréal. C'est une belle façon pour vous là, de partager votre passion envers votre profession. Exact. Vous avez nommé le nom de votre entreprise, donc Oui. Toast Media. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Toast Studio, ben c'est parti là en 2001. On était on est encore deux amis, mais c'est des amis d'enfance. On s'est rencontrés plus jeunes. Je faisais du ballet et mon associé de l'époque s'occupait des lumières. Puis à un moment donné, on s'est comme perdu de vue, puis on s'est recroisés. Puis moi, je sortais d'une école de cinéma qui s'appelle l'INIS à Montréal. Et lui sortait de la Polytechnique, puis on s'est dit, hey, on devrait faire des sites web pour le milieu de la télévision. Là, on avait comme cette idée-là. Puis ça a duré 24 heures, on a dégrisé. Là, on avait, je pense, un petit peu trop de bière à l'époque. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas nécessairement de marché dans le milieu de la télévision. Et on a parti TOS, mais à l'époque, ça s'appelait pas TOS, il y avait un autre nom. C'était le début des années 2000. Fait que juste pour vous donner une petite idée, ça s'appelait Infivia Solutions pour la route de l'infini. Fait que on a gardé ce nom-là pendant 5, 6 ans parce qu'après ça, on s'est aussi vite rendu compte que le nom tenait pas la route pour le futur. Et on a changé ça pour TOS autour des années 2006-2007. Puis l'entreprise, au cours des années, a quand même pris plusieurs évolutions. Elle était beaucoup plus, on faisait des sites Internet pour des entreprises corporatives. OK. Puis, je vous dirais qu'à partir de 2010-2011, on a tout rechangé le positionnement de l'entreprise pour devenir une agence de contenu avec un axe un petit peu plus publicitaire et un volet télévision parce que ma formation était en télévision. Donc, on a développé un secteur télévision qui aujourd'hui ont fait des émissions en télévision pour Radio-Canada, Télé-Québec, TV5, Québécois, Bell, name it. Et au niveau de la publicité, on a des clients Gin Angava, Quartz, Prével, L'Oréal, Bonduel. On a beaucoup de clients corporatifs. Et notre axe publicitaire est pas sur de la pub télévision comme on voit plus traditionnellement dans des spots publicitaires de 30 secondes, mais on est beaucoup plus sur une publicité au niveau des réseaux sociaux. OK. Donc, gestion de communauté, création de contenu, de photos, d'images, de visuels, vidéos, même des podcasts. Aujourd'hui, on fait beaucoup de podcasts aussi. Mhm. Parce que c'est vrai que le monde du marketing puis de la télévision, ça a beaucoup évolué là, avec la technologie, puis l'entrée des réseaux sociaux. Donc ça, Ouais. j'imagine que l'entreprise a dû s'adapter. Là. Ouais, puis ça m'emmène en 2008. On a comme fait des moves d'affaires un peu cons, là. Ben, pas cons, mais tu sais, dans le fond, je veux dire, en affaires, puis si les gens qui m'écoutent, il n'y a pas de
il y a pas d'échec en affaires, il y a juste des apprentissages, il y a juste des belles leçons qu'on peut apprendre. Puis une des belles leçons qui est arrivée en 2008, il y a eu en 2008-2009 une crise économique que, que, que beaucoup d'entreprises ont vécu. Puis nous, on l'a vécu par ricochet parce que nos clients qu'on avait ont eu moins d'argent. Oui. Et ce qui a fait qu'un jour, je regarde des livres, puis en regardant les livres des chiffres, je dis à Alex, je dis, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, on avait plusieurs centaines de milliers de dettes qui Mhm. étaient arrivées, puis j'avais regardé pour faire faillite, j'avais regardé, tu sais, puis il y avait des scénarios. C'était comme une période un petit peu plus noire dans l'évolution de Toast. Et on s'est transformé à ce moment-là. On est parti de 30, 40 employés quand on était à l'époque. On est devenu à 2 employés, juste lui et moi. Puis on a reconstruit un nouveau modèle du toast aujourd'hui. Puis Mhm. Alex a eu cette vision-là, pour répondre à ta question, il a eu cette vision-là de devenir agence de contenu des années 2012-2013. Puis on partait avec notre petit bâton de pèlerin, puis on marchait, puis on allait cogner à la porte des entreprises, puis on disait, vous devez faire du contenu sur vos réseaux sociaux. Puis les gens nous regardaient avec des points d'interrogation en voulant dire, what the fuck, les réseaux sociaux, on veut pas ça. Puis on a eu le cul un peu béni parce que 2013, 2014, 2015, les compagnies sont devenues propriétaires de leur YouTube, de leur Facebook, de leur Instagram, des plateformes. Puis il y avait besoin d'alimenter le contenu. Puis on est venu se placer juste avant que cette vague-là arrive. Donc, on était un petit peu précurseur grâce à Mhm. Alexandre, mon associé, qui a eu cette vision-là au niveau des réseaux sociaux. Il y a un élément que vous avez nommé vraiment que je trouve intéressant dans le fond, c'est le défi en entrepreneuriat puis en gestion Oui. de des fois faire face à des situations qui sont hors de notre contrôle. Puis on doit justement s'adapter. Ça doit être une qualité assez importante là, pour un rôle d'entrepreneur, que ce soit dans peu importe le secteur en fait, la qualité d'adaptation. Oui, ben la qualité d'adaptation, l'agilité. Je te dirais aussi d'être capable d'être flexible. T'as beau avoir un plan d'affaires, là, tu sais, les banques nous demandent constamment d'avoir un plan d'affaires, une planification stratégique, puis ça arrive jamais. Tu sais, je veux dire, l'objectif en bout de ligne, ça arrive jamais. Par contre, ce que ça te force à faire, c'est de te projeter puis d'avoir une vision vers où tu souhaites aller. Mais le chemin, après, là, je vous le dis tout de suite, le chemin, il prend 1001 directions différentes. Parce que il y a juste par exemple le COVID en ce moment, au mois de février dernier, même au début du mois de mars, on parlait même pas on pensait pas que c'était pour nous toucher ici au Québec. Puis on n'aurait pas pu le prévoir ou le définir. Donc, rendu là, c'est une question de dire, bon, OK, on l'accueille. Maintenant, qu'est-ce qu'on change? Puis surtout, qu'est-ce qu'on gagne de cette situation-là? Ça, c'est une position d'esprit que je souhaite que les entrepreneurs aient. Oui. C'est de dire aussi, de regarder plutôt ce qu'on gagne avec ce qui nous arrive. Puis pas de prendre aussi ce qu'on perd parce que c'est facile de tomber dans le spin de la négativité puis de devenir un peu victime de la chose, mais plutôt de se positionner en personne responsable puis de dire, bon, mais la pandémie, ce que vous avez fait avec Jeune Explo, vous avez dit, bon, généralement, on place des stages en entreprise. C'est plus possible. Comment qu'on peut se réinventer? Qu'est-ce que maintenant le COVID nous fait gagner? Puis bravo à Jeune Explo parce que vous rejoignez un paquet, un bassin de monde qui est assez impressionnant, sinon plus que si vous aviez placé des gens en entreprise. Puis bravo aussi pour votre créativité parce que là, vous nommez qu'en entrepreneuriat, ben, il faut se montrer créatif, il faut se montrer persévérant, puis agile pour faire face Exact, à toutes ces exact. situations-là. Il y a une question ici de Julia qui se demande, en fait, dans votre rôle de producteur de contenu Oui. et entrepreneur, est-ce qu'il faut faire régulièrement des présentations? Est-ce qu'il faut aller Oui, cogner aux portes? Est-ce que ce oui. volet-là, c'est important? C'est un volet qui est très, très, Julia, qui est très, très important. Je te dirais, on est souvent en mode pitch. J'aime pas le mode pitch, mais j'aime mieux, comme tu le mentionnes, Julia,
d'être en mode relation. On bâtit des relations avec des gens, on bâtit des... En mode pitch, j'ai comme l'impression que je suis en train de vendre quelque chose. Puis Mhm. ma perception de la chose, c'est que j'ai pas envie de vendre, j'ai envie de construire une relation ou de bâtir une relation avec des clients qui sont des diffuseurs ou des clients corporatifs. Euh, Ça arrive, je te dirais que à toutes les semaines, j'ai à monter des documents de présentation, on allait dire pitch, mais des documents de présentation pour des clients et après avoir une présentation aux clients. Donc, c'est fréquent. Euh, j'ai longtemps eu ce syndrome-là d'imposteur, d'être gêné de parler en public, de pas vouloir prendre la parole. Mhm. Puis, à un moment donné, ben, c'est aussi d'élargir sa zone de confort, hein, de se Oui, mettre en zone un peu de défi pour être capable d'élargir cette zone-là qui devient à un moment donné, c'est comme apprendre à marcher. Là. À un moment donné, un bébé, je pense, ça tombe 1000 fois avant d'être capable de faire 2 pas. Donc, à un moment donné, c'est d'accepter de tomber pour être capable après ça de faire 1, 2 ou 3 pas en avant de l'autre. totalement. C'est un bel exemple que vous nommez. Sinon, à part l'aspect de présentation, les pitchs, à quoi ressemble une journée type dans votre travail de producteur de contenu? Ouais, ben dans mon travail de producteur de contenu, euh, c'est beaucoup. Mon travail là comme producteur, c'est d'encadrer puis ben encadrer, c'est un peu contrôlant. Je dirais c'est plutôt d'accompagner des créateurs, des créatifs, euh, parce que tout le monde a des idées. Hein, tu sais, je veux dire, on a toutes des idées, on a toute une vision de quelque chose, tout ça. Puis c'est d'être un peu un guide pour ces gens-là, de dire, OK, puis de les questionner, puis c'est quoi vraiment que tu veux faire? Qu'est-ce qui est important pour toi? Mhm. Puis avec ce projet-là, qui tu veux rejoindre? C'est pour quel client que tu l'imagines? Puis d'arriver après ça, qu'est-ce que tu entends? Tu sais? Puis d'arriver après ça avec ces créateurs-là, puis de les guider dans leur processus créatif, l'écriture, un réalisateur, comme que si j'accompagne un réalisateur, ben ça va être aussi dans le choix des comédiens, dans comment ils voient les décors, les costumes, la musique. Donc, on est un rôle un peu un garant d'achèvement sur un projet. On est là comme un papa ou je vais reprendre une image d'un chien berger avec des moutons. Là. Je ne veux pas me mettre les créateurs comme si c'était des moutons, mais c'est pas ça l'idée, mais d'avoir une image où tu es là, quand il y a un petit mouton qui s'égare puis qui sort du troupeau, ben, c'est juste de le ramener pour guider à bon port les gens parce qu'on travaille pas seul. Comme producteur, on travaille avec beaucoup de monde, dépendamment des projets, des équipes de fiction où on tourne des émissions en fiction, où on tourne des plateaux. On peut être facilement 60 à 100 personnes. Mhm. Donc, après ça, c'est d'être un bon leader, un bon guide pour garder la vision du projet. Mhm. Parce que ultimement, notre engagement, il est avec notre client qui est le diffuseur ou la compagnie, la corporation. Il y a Marc-Antoine ici qui se demande quel est l'aspect de votre métier que vous préférez le plus? Ce qui me fait sortir de mon lit là, à chaque matin, là, puis qui me rend heureux, là, c'est l'humain. C'est d'être, j'en parle, puis je suis un petit peu ému, mais d'être avec des gens, puis de voir que l'accompagnement qu'on fait avec eux émerge une lumière, émerge une idée, puis que ces gens-là, finalement, c'était en dedans d'eux, il y avait ça à l'intérieur d'eux, une idée, puis qu'ils veulent dire quelque chose, puis ils ressentent quelque chose, puis ils voient une image, puis d'être capable après ça de le transposer dans quelque chose de concret, Oui. c'est magique. C'est magique. Je veux dire, c'est pas une job que j'ai. À chaque jour, je me lève, puis j'ai l'impression de faire une différence dans la vie d'un créateur ou d'un collègue ou d'une personne. Quand je rentre à la maison, puis je dis à ma blonde, elle me dit, hey, c'est quoi le bout le plus fun de ta journée? C'est la discussion que j'ai eue avec un employé parce que j'ai été dîner avec lui, puis que j'ai eu l'impression d'y donner une étincelle, d'avoir comme Mhm. été une bougie d'allumage sur quelque chose. Puis des fois, c'est pas en rapport avec le travail, mais je sais que même quand je vais avoir 90 ans ou 100 ans, puis j'aurai plus de compagnie, parce que
la compagnie en ce moment, c'est plus un véhicule d'épanouissement. Mais quand j'aurai plus de compagnie, je vais continuer à sortir de mon lit puis à vouloir faire cette différence-là pour faire grandir les gens. Donc ça aussi, ça doit être un élément important là, pour soit poursuivre dans le domaine de l'entrepreneuriat ou dans le domaine du marketing, communication. C'est cet aspect-là de vouloir être en proximité avec les gens puis de développer une relation avec eux pour créer quelque chose de concret puis qui correspond aux attentes du client finalement. Exact, exact. Parce que, tu sais, puis pour avoir fait des formations au HEC aux gens qui étaient en entrepreneuriat, puis la première question que je leur dis, c'est si vous êtes ici pour faire de l'argent, sortez. Parce que une compagnie, là, puis des grosses compagnies, si on regarde les états financiers, c'est souvent en dents de scie. Il y a des années que tu fais de l'argent, des années que tu n'en fais pas, 3 années que tu en fais, une année que c'est comme un petit crash, tout ça. Puis si ta raison première, c'est de vouloir faire de l'argent, ben tu vas être vite découragé. Tu vas pas t'attacher à ce qui va te conduire à savoir où est-ce que tu veux aller. Puis personnellement, même dans les bouts qui sont plus difficiles, tu sais, quand je remonte à 2008, ce que je vous ai raconté tantôt en 2008, Oui. quand il y a eu un bout de tough où j'étais en petite boule dans mon lit, puis je braillais, puis j'étais vraiment en pseudo-dépression. Ce qui me gardait allumé, c'est parce que je savais que chaque jour, ce que je voulais faire, c'est faire une différence chez les gens, tu sais. Puis c'est ce qui aujourd'hui, même c'est pour ça qu'aussi je dis que je pitch pas, je collabore ou je présente des choses avec les gens parce que je veux pas leur vendre quelque chose, je veux leur apporter quelque chose. Exact. Donc c'est différent. C'est un mindset qui est différent. Donc, il faut que ça parte quand même d'une passion Exact. pour que ça soit positif, Ouais, ouais. finalement. Là, je sais pas combien de temps qu'on a, mais j'avais comme des petites images Oui, pour. on va prendre le temps certain. Sinon, pendant que vous ouvrez le document, voulez-vous nous parler un peu de la formation Ouais, associée à ce monde-là du marketing, ouais. production, télévision? Quelles sont les formations possibles si on veut exercer dans ce domaine-là? Parfait. Ben, je vais faire du pouce, je vais embarquer dans mon petit document, puis je vais vous en parler en même temps. Parfait. Fait que je vais aller vite, vite, vite parce que tantôt, puis je sais que le temps il est compté, mais puis là, j'ai vraiment dit à Audrey-Anne, j'ai dit, il faut que tu sois la gardienne du temps parce que moi, je peux vraiment déborder puis m'emporter puis vraiment parler pendant des heures parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne, euh, la création et l'humain derrière tout ce qui est l'aspect créatif. Mais ça, le petit bonhomme que vous voyez en ce moment, c'est moi. C'est moi, Yann Canville, producteur. Puis juste pour vous dire, c'est que quand j'étais jeune, je voulais aller en biologie. Je voulais pas pantoute aller en cinéma ou en création, mais j'ai eu un parcours où mes parents m'ont emmené à faire des cours de piano. Puis j'ai après en secondaire 3, j'avais un orchestre de musique classique, je jouais du violon et tout, puis on faisait des concerts un peu partout. Bref. Puis à un certain moment donné, au cégep, après avoir coulé 3 fois mon cours de physique mécanique, on m'a mis dehors du programme de sciences. Puis on m'a dit, Yann, qu'est-ce que tu veux faire? T'as d'autres choix, sciences humaines, etc. Puis j'ai été en arts et lettres. Puis dans mon cours d'arts et lettres, j'ai fait 2 cours de cinéma. Mais à la sortie du cégep, je m'en allais pour être cuisinier comme mon papa. Oups, je vais essayer de voir comme mon papa. Donc, ce désir-là de faire des gâteaux puis d'assembler des ingrédients ensemble pour être capable de les faire monter. J'avais ce désir-là. Donc, je m'étais inscrit à l'ITHQ, l'Institut d'hôtellerie de Montréal, pour une session au mois de janvier. Et finalement, j'ai été aider des gens sur un court-métrage, des gens qui avaient fait l'INIS, donc l'Institut national de l'image et du son, une école de cinéma et de télévision à Montréal. Et j'ai été faire mon cours là, puis on me dit, hey, tu devrais t'inscrire. Puis je dis, ouais, mais je t'inscris à l'ITHQ. Ils ont dit, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, inscris-toi. Fait que je me suis inscrit, puis ça demandait quand même un background en cinéma ce que j'avais pas pantoute. Est-ce que ça, c'est une formation technique? C'est une formation technique. OK. J'ai été accepté. J'ai été accepté. Je me souviens, il y avait André Melançon en entrevue. Il y avait plein de monde que je connaissais de nom, mais que pas tant parce que je n'étais pas une personne vraiment de cinéma, mais mon background en musique, parce que j'avais fait des albums de musique et tout, m'avait conduit un petit peu vers là.
Donc j'ai été à l'INIS et j'ai eu le côté producteur. Et à ma sortie de l'INIS, c'est là qu'avec Alexandre Gravel, ce que je vous racontais tantôt, en 2001, j'ai fondé Toast. Toast, on a produit plus de 2000 projets. On a 19 années d'expérience. On a une équipe de 35 employés, 800 pigistes. On est un petit bureau à Toronto. Le plus gros bureau est à Montréal. Je vous encourage aussi après de m'écrire personnellement si vous voulez avoir un stage ou d'avoir plus d'informations sur le métier de producteur ou au niveau de la télévision ou de la publicité. Donc, Toast, c'est Très généreux, merci. un dragon à deux têtes, donc l'agence de contenu qui est le côté marketing et le producteur télévisuel. Oui. Vite, si on va vite, là, c'est quoi le producteur? C'est quelqu'un qui passe de l'idéation d'un projet, d'une idée avec des gens. Il s'en va au développement, il prépare le projet, fait une pré-production, donc on monte des calendriers, on monte des budgets, on monte des équipes de tournage. On va après ça en production et après, on va en post-production où là, on va monter les films. Okay. L'étape de production, je vais vous le montrer tantôt avec des images, mais l'étape de production, la caméra, on filme dans un angle précis, puis après ça, ben, on fait un montage en salle de montage. Un producteur, c'est avant tout un mailleur. C'est quelqu'un qui va rassembler des gens pour les porter vers une vision commune. Donc, tu sais, oui, il y a des formations comme à l'INIS, il y a des formations au bac en com, des formations un peu partout. Je vous dirais, toutes ces formations, ou même au HEC, toutes ces formations-là sont bonnes. Ce qui est le plus important, je vous dirais après ça, c'est l'attitude. L'attitude de vouloir rassembler des gens et de les mettre à contribution ensemble pour une vision commune. Donc, il y a des producteurs qui sont créatifs, il y a des producteurs qui sont financiers, donc des gens qui vont monter des structures de financement puis des budgets. Puis, il y a des producteurs qui vont être beaucoup plus au niveau de l'humain relationnel. Je vous dirais, la dynamique des trois fait des top producteurs. Comme garder la vision du projet, donc c'est le rôle principal du producteur, c'est de mener une équipe à bon port. Il y a différents types de producteurs. Il y a des producteurs qui sont exécutifs, des producteurs au contenu, des producteurs au développement, des producteurs délégués, des producteurs associés. Ça, si vous voulez avoir plus d'informations au niveau des différents types de producteurs, écrivez-moi, ça va me faire un réel plaisir de vous emmener des précisions au niveau des producteurs. Je sais qu'on manque de temps, donc j'essaie d'aller un petit peu plus vite. Pas de problème. Peut-être juste revenir auprès des jeunes qui s'interrogent au sujet plutôt de la formation, là, notamment c'est la question de Rose ici. C'était quoi les études nécessaires? Là, de ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas juste un parcours tracé. Pour autant qu'on ait la passion puis l'intérêt envers le milieu, de la production, du contenu marketing, on peut faire une panoplie de formations. Mais ce qui va être vraiment important, c'est le savoir-être puis la façon qu'on va agir auprès de notre équipe. Juste un instant, j'ai un chien ici. C'est bon, il est parti. Un petit chien de 2 mois et demi, là. Donc, et ce que je vous dirais dans le savoir-être, ce que tu viens de mentionner, Audrey-Anne, ce qui est important pour être producteur, c'est le leadership, d'être un rassembleur motivateur, l'amour pour l'humain, courage. C'est quelqu'un qui va être audacieux. Je devrais changer le mot courage pour audacieux parce que souvent on n'a pas on porte des idées puis ces idées-là sont pas encore concrétisées. Donc on a quand même une notion d'audace de dire j'y crois tellement que ça va se concrétiser. Des bases, des connaissances financières, des connaissances artistiques bien sûr, un aspect créatif, d'être un bon communicateur et un entrepreneur. Parce que l'idée, c'est pas nécessairement juste de faire un projet, mais de faire plusieurs projets pour garder quand même une certaine pérennité d'entreprise. Puis les jeunes qui nous écoutent en ce moment, qui ont un intérêt vers l'entrepreneuriat, la gestion, les qualités que vous venez d'énoncer pour producteur, ben je trouve que c'est vraiment aussi en lien avec l'entrepreneuriat directement. Tout à fait.
Puis ça, vous pourriez me réinviter dans un autre jour pour parler d'entrepreneuriat parce que c'est un sujet aussi qui me passionne par rapport à ça. Euh, je vais vous raconter une petite histoire, juste vite, mais en 2000, quand j'ai fait l'INIS, j'ai rencontré une scénariste qui s'appelle Renée Beaulieu. Puis j'avais développé un film avec elle. Euh, puis au Québec, pour faire une petite histoire courte, mais on dépose au Québec, c'est au Canada, la plupart de l'industrie est financée par les fonds publics. Oui. Et après trois tentatives de dépôt pour aller en production, si ça fonctionne pas, tu peux plus redéposer. Donc, j'avais dit à Renée Beaulieu, la scénariste réalisatrice, j'ai dit, ben écoute Renée, ça fait 3 fois, on pourra pas déposer à nouveau. Je te redonne ton scénario, qui était Le Garagiste à l'époque. Puis, on avait fait quand même un budget autour de 2,5 millions pour être capable de faire le film. Puis, j'ai dit, je serais pas capable, moi, de le financer autrement qu'avec les fonds publics. Donc, euh, tu peux repartir avec ton film. Donc, elle me rappelle 3 mois après, puis elle me dit, hey Yann, elle dit, j'ai 25 000 veux-tu faire quand même le film? Puis là, je dis, oh, attends une minute, là. Je dis 2,5 millions, 25 000 2,5 millions, 25 000 Je dis, il y a quand même un petit gap, un écart. Puis, il y avait tellement une volonté, une détermination chez René, puis une volonté, il y avait comme un feu, là, ça brûlait en dedans d'elle, que je l'ai rappelé tout de suite, puis j'ai dit oui, on va le faire. On va le faire avec le 25 000 je vais mettre à contribution mes caméras, tout ça. Puis on va s'entourer des mêmes équipes qu'on avait, puis on va leur demander de venir travailler pour 100 par jour. C'était ça. Puis on l'a fait en 17 jours de tournage. Puis ça a donné le garagiste. Vous pourrez aller voir la bande-annonce. Mhm. Euh, euh, je vais la laisser juste rouler en attendant pendant que je parle. Mais ça a donné un film qui a coûté un petit peu plus cher que 25 000 en bout de ligne. Mais ça a donné un super premier film pour René, René a pu faire après ça le tour du monde dans un paquet de festivals. Puis elle a pu monter aussi des sous pour faire son second film qui est Les Salopes, Mhm. qui était son deuxième film. Puis elle a demandé autant à Normand D'Amour, Louise Portal, Michel Dumont, s'ils voulaient quand même embarquer dans le film avec peu de moyens. C'est une démarche vraiment d'auteur. Comme quoi, un producteur, c'est un leader, c'est un guide qui va accompagner les visions, les idées les plus folles des gens. Puis c'est une personne qui va être capable des motiver, puis de Oui. motiver aussi une équipe à, à, à embrasser cette vision-là d'auteur. Fait que je vais juste aller rapidement. Je vais vous montrer ici, ça c'est une salle de montage. Donc, quand je parlais tantôt à la suite d'un tournage, il y a une étape d'un film où on dit souvent en cinéma ou en télévision qu'il y a une troisième écriture. La première écriture, c'est le scénario, quand le scénariste écrit l'histoire. Il y a une deuxième écriture, c'est le réalisateur qui le prend puis qui tourne l'image, les images avec les comédiens, les décors, les costumes. Et une troisième écriture qui se passe en salle de montage, qui est à ce moment-là où tout prend vie. Toutes les images qui ont été tournées, la musique, tout ça, tout est assemblé pour faire un film. Dans le cas de la télévision, des fois, on fait des directs. Donc, ça se passe souvent dans une régie qu'on appelle. Donc, une pièce où le réalisateur choisit de prendre la caméra. Des fois, on peut avoir de 2, 3, 4, 5, jusqu'à 20 ou 25 caméras dans le cas, par exemple, d'un Super Bowl, ou sinon plus. Et le réalisateur va choisir des caméras dans une salle. Donc, chaque petit écran que vous voyez ici, souvent est une caméra avec un opérateur de caméra à l'autre bout. Puis ici, ben, on peut voir une scène de tournage. Donc, on tourne souvent une ou deux caméras. Le réalisateur qu'on voit pas sur le plateau en ce moment, là, on voit plus les équipes techniques, les cadreurs, les gens qui opèrent les caméras, avec le preneur de son, avec le long tube, on appelle ça une moumoute, là, mais le long tube avec le poil au bout. C'est Euh, ça qui est intéressant aussi là, de cette image-là, c'est qu'on remarque qu'il y a vraiment plusieurs métiers, plusieurs professions en lien là, avec la réalisation, soit d'une émission de télé, d'une pub ou d'un film. Ça prend une grande équipe, ça prend beaucoup d'expertise.
Puis de là, l'importance peut-être d'avoir une équipe diversifiée. Alors, s'il y a des jeunes en ce moment qui nous écoutent, qui ont un intérêt vers la télévision, peut-être plus l'aspect technique, caméra, c'est une avenue qui est possible. S'il y a d'autres jeunes qui nous écoutent et qui ont un intérêt vers la gestion, l'entrepreneuriat, ben producteur, ça semble être un bon choix. Réalisateur aussi. Donc, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'éventail de possibilités puis de perspectives d'emploi aussi. Exact. Puis je vous encourage vraiment, là, moi je suis comme un livre ouvert, là, je pourrais vous parler encore beaucoup, 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 beaucoup. Vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et si le métier de producteur vous intéresse ou quoi que ce soit, ben quitte à venir faire un jour un stage, là, quand on va déconfiner puis qu'on va pouvoir tourner puis qu'on va pouvoir aller au bureau. Là. Je vais au bureau quelques fois par semaine, mais depuis le début de la pandémie, je suis dans mon sous-sol, dans un autre petit bureau que j'ai monté. Bien, merci beaucoup là, d'avoir pris le temps de partager votre passion. Puis nous aussi, de notre côté à Jeune Explo, on souhaite que l'année prochaine, les stages en milieu de travail puissent reprendre. Vraiment, on a vu là, qu'il y avait beaucoup d'aspects surprenants dans le monde du marketing, de la communication, de la production. La formation aussi est super diversifiée. Donc, j'espère qu'à la maison, ça a pu éclairer des jeunes puis les faire voir peut-être une autre facette de cet environnement de travail-là qui est vers la production et tout. Donc, avez-vous peut-être un mot de la fin là, pour les jeunes qui nous écoutent? Ben, je vous dirais que c'est le plus beau métier du monde d'avoir l'impression de se lever à chaque jour puis de pas travailler. Donc, de jouer avec des idées, de jouer avec des créatifs, de mettre en collaboration des humains ensemble. Mm-hmm. Puis de voir se transformer. C'est vraiment, c'est comme de la magie à chaque fois parce que on a des idées puis une baguette magique puis on fait pouf puis finalement il y a un film qui apparaît en bout de ligne puis qui fait rêver puis qui fait des fois pleurer ou rire des gens. C'est ce qui est le plus cher à mes yeux. Donc voilà. Bien, merci encore. Puis les jeunes à la maison, comme M. Kenville le disait, si vous avez des questions pour lui, simplement nous écrire à Jeune Explo, puis on pourra vous mettre en contact là, par la suite pour que vous puissiez en apprendre davantage. Donc là-dessus, merci encore à vous, M. Kenville. Merci aux jeunes d'avoir pris le temps de se connecter, puis prendre des moyens concrets pour vous aider dans votre choix de carrière. Et puis là-dessus, bien, je vous souhaite une très belle journée à tous. Ben merci Jeune Explo. Merci Audrey-Anne.